et puis vous remercier tous d'être présents à ce premier séminaire dont l'objectif est d'être au service de tous les chercheurs du CESP. Donc alors je vais peut-être passer à la diapositive suivante, puisque donc dans l'objectif de l'idée de cette présentation, c'était de vous donner le contexte avec la cellule de crise de la Covid de la DGS qui souhaitait mobiliser les données de santé en s'appuyant sur la plateforme des données du Health Data Hub. Donc on verrait tout à l'heure qu'on a la chance d'accueillir Valérie Edel, donc qui est la directrice adjointe du Health Data Hub pour la table ronde. Et donc vous savez comme moi quel est l'intérêt de ces données, et avec notamment la présentation de Mahmoud Zurek lors du dernier séminaire du CESP, qui nous a montré ce qu'on pouvait faire avec les médicaments en médecine de ville. Donc l'idée, c'était de récupérer, si j'ose dire, les données hospitalières pour répondre aux questions des agences et des chercheurs. Alors en pratique, ces données, habituellement, sont accessibles plus d'un an après. C'est-à-dire, par exemple, les données de 2019 ne seront accessibles normalement qu'à l'été 2020. Donc pour les données Covid, on n'avait pas la patience d'attendre, si j'ose dire. Et donc, dans la diapositive suivante, on voit que donc une cellule opérationnelle a été créée, à laquelle j'ai eu la chance de participer. Donc, cellule animée par la cellule de crise Covid de DGS, la DGOS, la CNAM et le Health Data Hub, ainsi que l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, l'ATI, qui s'est occupé notamment des échanges avec les départements d'information médicale des hôpitaux. Donc, après un travail un petit peu sportif, je dirais, donc l'arrêté qui a commencé donc, vers le 20 mars, l'arrêté est paru un mois plus tard, le 21 avril, pour préciser les mesures d'organisation, de fonctionnement, en vue d'assurer cette remontée simplifiée et accélérée des données hospitalières Covid. Alors, dans la diapositive suivante, donc, on voit les objectifs de ce dispositif qui va, alors l'arrêté, l'arrêté avait pour objectif d'aller beaucoup plus loin que de remonter les données hospitalières, mais de pouvoir aider à la remontée de toutes les données nécessaires au suivi de cette épidémie. Donc, va beaucoup plus loin avec, donc, en objectif, donc le suivi et la modélisation de la propagation de l'épidémie, mais aussi prévenir, diagnostiquer et traiter la pathologie, et notamment caractériser les populations à risque et les facteurs de gravité, et puis mesurer l'impact de la crise sur l'organisation des soins et de la population. Alors si c'est très bien, la diapositive suivante. Ah zut. Alors je fais une petite annonce là, les personnes ne pas toucher les flèches à droite et à gauche. Par contre, tu peux toucher, moi peut-être, ça va peut-être plus simple. Eh bien, je pense que si tout le monde y a accès, à mon avis, Catherine, tu y as accès aussi. Alors, je vais le faire, mais par contre, effectivement, tu as raison, il faut mieux que ça soit... Alors, voilà, je vais revenir à la bonne. Et normalement, j'en suis là. Si je ne me suis pas trompée, je vérifie quand même. Voilà. Bon. Alors, donc, ce circuit, si on peut dire, qui a été construit par l'ATI, donc l'objectif, c'est que tous les hôpitaux puissent remonter leurs données, et ceci à partir de la semaine du 27 avril. Donc, une remontée hebdomadaire avec un codage prioritairement des séjours Covid. Donc, ça veut dire que les hôpitaux qui n'ont pas de pris en charge de patients Covid ne sont pas concernés par ce dispositif. Après, si par mégarde, on envoie, parce qu'on a un fichier, on envoie tout, ça, c'est pas grave. L'ATI se charge de sélectionner, si on peut dire, les données Covid. Alors ensuite, après cette transmission à l'ATI, alors c'est une transmission un peu particulière parce que d'habitude, on envoie les données aux ARS et puis ensuite à l'ATI. Ici, le circuit est direct. L'ATI donc renvoie à la CNAM pour un chaînage avec les données du SNTS et l'intégration dans le Health Data Hub. Il faut savoir également que ces données, notamment pour les DIM dans les hôpitaux, seront disponibles par leur plateforme d'accès aux données hospitalières, donc de l'ATI. Alors là, donc, puisque je peux le faire, alors les données qui sont remontées. Donc, normalement,
les hôpitaux sont censés coder un résumé, remplir un résumé pour chaque hospitalisation. Bon, il se trouve bien sûr qu'en épidémie Covid, tout est plus compliqué. Donc d'une part, les cliniciens n'ont pas forcément le temps, surtout quand il s'agit du Covid. Les dossiers médicaux ne sont pas forcément, là encore, complètement à jour. De plus, les DIM sont désorganisés éventuellement avec le télétravail. Et puis, les éditeurs de logiciels n'ont pas mis à jour, n'ont pas tous mis à jour les nouveaux codages. Alors, bien évidemment, pour ce qui nous intéresse le plus, la réanimation, c'est aussi plus compliqué, puisque les patients ont éventuellement été admis dans des unités qui ne sont pas référencées dans le fichier de structure, donc qui ne sont pas, qu'on ne peut pas remonter comme ça simplement dans des résumés. Donc, c'est la raison pour laquelle on a proposé, pour les établissements pour lesquels c'était trop compliqué, de faire un fichier spécial, donc qu'on appelle DATEX, qui permet, pour ceux qui n'arrivent pas à remplir le résumé selon les règles habituelles, de renseigner des informations minimales, avec notamment donc, le NIR, le numéro de sécurité sociale du patient, le numéro, donc la date de naissance et le sexe, qui sont les informations qui permettent le chaînage, après pseudonymisation, avec les données du SNDS. Donc les dates d'entrée de séjour du séjour pour calculer une durée de séjour, les dates d'entrée de séjour dans les unités de réa ou de soins intensifs pour savoir si le patient est passé en réanimation et quelle a été la durée de cette réanimation, et des modes de sortie. Donc le décès, ça pose pas de souci, mais quand on parle de domicile pour le PMSI, ça veut dire que le patient est retourné à son domicile habituel et ça peut être une maison de retraite. Alors, en termes de diagnostic, donc, je vais en parler pendant toutes les diapositives suivantes. Donc, je vais passer pour vous expliquer un petit peu toutes les consignes qui ont été émises d'abord par l'OMS, donc dès le mois de janvier, avec l'introduction d'un code U071, maladie respiratoire à coronavirus, Covid-19. Alors, son libellé a été modifié 2 fois, puisque dans un premier temps, on a enlevé la maladie respiratoire, puisque ce n'était pas forcément une maladie seulement respiratoire. Après, un peu plus tard, est apparu le code U071 Covid-19 virus identifié, pour bien préciser que pour ce patient, le virus était identifié. Et enfin, fin mars, un nouveau code a été introduit pour repérer les patients pour lesquels les virus n'étaient pas identifiés, mais qui avaient un diagnostic de Covid-19. Alors, de son côté, l'agence en charge de l'organisation du recueil pour les hôpitaux a fait ce qu'elle a pu, c'est-à-dire qu'elle a démarré, donc les hôpitaux ont démarré, si on peut dire, en février avec le code du 071. En mars, elle a créé des extensions donc pour justement pouvoir séparer les virus identifiés des virus non identifiés, ce qui n'était pas encore possible au sens de l'OMS. Et puis, suite à la diffusion par l'OMS du code du 072, et suite au fait que les DIM avaient commencé à coder, que certains éditeurs avaient déjà fait des changements de logiciels, il a été décidé de ne pas autoriser ce code donc proposé par l'OMS dans le PMSI. Alors bien sûr, il y a une étude sur le transcodage possible, puisque ça veut dire que les statistiques produites à partir de ces données ne sont pas en phase en termes de comparaison internationale. Alors l'idée de l'ATI, dans le cadre de la création de cette extension, c'était de pouvoir séparer les cas confirmés par un prélèvement biologique des cas possibles ou probables non confirmés par ce prélèvement, selon la définition qui avait été publiée par Santé publique France. Alors on voit dans cette diapositive la liste des 6 extensions qui ont été créées par l'ATI. Et donc je vais revenir, je vais les réexpliquer, donc je ne vais pas toutes les lister tout de suite. Ce que je voulais dire, c'est que les établissements qui ont commencé à coder en février n'avaient que le code pair U071, et on voit bien qu'au fur et à mesure de l'apparition des nouvelles extensions, parce qu'elles ne sont pas toutes apparues d'un coup, les établissements se sont adaptés à la situation. Donc dans les résumés
animées qui sont remontées, vous avez un mélange d'utilisation des différentes règles de codage. Alors, quels sont les grands principes donc, du codage à l'heure d'aujourd'hui? Donc, à l'heure d'aujourd'hui, le cheminement suit deux axes. Tout d'abord, un axe clinique, donc je ne sais pas si on voit ma flèche, mais en tout cas qui est en ligne, avec une symptomatologie soit respiratoire, soit non respiratoire, soit un patient asymptomatique. Et puis en colonne, la virologie, avec un prélèvement biologique soit positif, soit non effectué ou non conclusif. Alors, voilà. Donc, sur cette diapositive, on voit l'arborescence de la classification et des règles de codage. Avec, donc comme on l'a vu tout à l'heure, tout d'abord la symptomatologie, respiratoire, non respiratoire ou asymptomatique, et ensuite pour chaque arbre, la virologie, et là je vais revenir dessus tout de suite en détaillant chacun des arbres. Donc quand la symptomatologie est respiratoire, donc si la virologie est positive, on utilise le code U0710, donc en diagnostic principal. On va revenir avec des exemples, là, je vous rassure. Et puis, si le diagnostic a quand même été posé, même si la virologie était non faite ou négative, on utilise un code U0711. Et si la virologie est négative sans éléments cliniques ou paracliniques en faveur du Covid, dans ce cas-là, on ne mettra pas le Covid en diagnostic principal, mais on précisera, grâce au code U0713, que le patient a bénéficié d'examens ou d'observations dans le cadre de l'épidémie Covid. Alors, dans cette... voilà, je vous présente donc quelques exemples de symptomatologie respiratoire. Le premier cas, c'est le plus facile. Le patient a des symptômes, a une symptomatologie respiratoire évidente. Le test est positif. Le diagnostic est posé. On utilise en diagnostic principal le code U0710 qui précise que la forme est respiratoire et que le virus est identifié. Alors, dans l'exemple suivant, le patient a effectivement, là encore, des signes respiratoires, mais le prélèvement est négatif et le scanner étant évocateur du Covid, le clinicien considère que le diagnostic est positif. Donc, on va coder Covid-19, forme respiratoire, virus non identifié. Dans l'exemple suivant de B, cette fois-ci, on a également, on n'a pas de signe apparent clinique d'infection de problèmes respiratoires, mais le scanner est évocateur et dans ce cas-là, on considère qu'il s'agit d'une forme respiratoire, virus non identifié puisque le test est négatif. Dans le dernier cas, le patient a des signes respiratoires, le test est négatif, mais les examens cliniques et paracliniques ne sont pas en faveur du Covid. Cette fois-ci, le diagnostic est écarté et on met en diagnostic principal donc, le motif de l'hospitalisation, c'est-à-dire la pneumonie, et en diagnostic associé, on précise que le patient a bénéficié d'examens et de mise en observation en lien avec l'épidémie. Alors, je ne vais pas être trop longue sur toutes les, parce que ça serait peut-être un petit peu fastidieux. Donc, ce qu'on voit dans la diapositive suivante, c'est qu'en cas de symptomatologie non respiratoire, on a exactement le même cheminement, donc en fonction de la virologie et des éléments diagnostiques. Donc, dans ce cas-là, effectivement, par exemple, si une personne âgée admise suite à une chute présentant une fièvre modérée et de la diarrhée a un test positif, on précisera par l'utilisation du code du 0714 qu'il s'agit d'une autre forme clinique et que le virus a été identifié. Si le même tableau, si on peut dire, se présente à l'hôpital avec cette fois-ci un test négatif, on notera en diagnostic principal l'étiologie de la diarrhée et en diagnostic associé, on précisera que cette patiente a bénéficié
d'examen, de mise en observation en lien avec l'épidémie. Alors, le dernier cas est une forme neurologique avec aucun signe respiratoire, mais un tableau qui, au vu du neurologue, donc il l'a pris en charge, constitue un diagnostic clair du Covid, même si le prélèvement s'avère négatif. Donc le diagnostic est Covid-19, autre forme clinique, virus non identifié. En diagnostic associé, on notera, et là c'est une particularité du codage Covid, c'est-à-dire qu'on mettra bien en diagnostic associé toutes les manifestations cliniques de la pathologie, donc que l'on a trouvé, enfin que le neurologue a considéré comme étant en relation avec le Covid. Donc ici, l'accident vasculaire cérébral, l'anosmie, la gueusie et les céphalies. Alors, si le patient est asymptomatique, bon, les règles sont à peu près les mêmes. Cette situation est beaucoup moins fréquente, bien évidemment, puisqu'on peut se demander pourquoi un patient asymptomatique va être hospitalisé. Alors, il faut savoir qu'au début de l'épidémie, certains cas asymptomatiques étaient gardés à l'hôpital. Donc, par exemple, une personne en contact avec un patient Covid, une personne fragile, et donc lorsque le test est positif. Alors, ce qui est plus compliqué, c'est que ce code U0712, donc pour les patients asymptomatiques virus identifiés, était en réalité utilisé au début de l'épidémie pour les symptomatologies non respiratoires. Donc, c'est ce que je vous ai essayé de vous expliquer tout à l'heure. Les règles ont changé plusieurs fois au fil des semaines et donc il faut arriver à dépatouiller tout ça, si on peut dire, quand on a les résumés. Alors, on peut quand même, le code du 0713 est un code fiable, puisque non, c'était pas ça que je voulais dire, mais c'est pas très grave. Donc, ce que je voulais dire, c'est que donc dans l'exemple suivant, on a un enfant donc, qui est en contact avec une personne diagnostiquée Covid, donc un nouveau-né et passe quelques jours à l'hôpital. On va préciser, même si le test est négatif, donc il bénéficie d'examen et mise en observation avec l'épidémie Covid. Alors, je voulais quand même vous dire que même si on a des difficultés je dirais, à bien savoir si l'hôpital qui a envoyé ces données a suivi telle consigne ou telle autre, selon le moment, sont ces difficultés locales et l'évolution des logiciels. Donc c'est un peu compliqué de savoir exactement dans quelles étaient les conditions qui ont amené à un codage, mais c'est vrai que le code, alors là je crois qu'on a perdu la présentation. Je peux la remettre, hein, non? En tout cas, moi, je l'ai perdu. Je ne sais pas si tu l'as perdu aussi, Sylvie. Est-ce que je peux la remettre moi, alors, je vais essayer. Mais je crois que je ne peux pas la remettre, moi. Ah bon. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que le code du 0713, quand il est utilisé, c'est qu'on est quasiment sûr donc, que le patient n'a pas eu. Il a eu des tests, il a eu des examens, mais il n'a pas eu en tout cas, du point de vue clinique et paraclinique, on considère qu'il ne s'agit pas d'un Covid. Alors, si je reviens à la diapositive 17, donc je voulais également vous indiquer que certains patients peuvent venir pour d'autres motifs que le Covid à l'hôpital. Il s'agit notamment des patients qui sont admis pour une séance de radiothérapie, chimiothérapie ou dialyse. Donc là, ce patient vient pour une séance de dialyse. Il avait bénéficié d'un test avant d'arriver à l'hôpital. Le prélèvement était positif. On va donc noter en diagnostic associé donc le code U0710 pour pouvoir préciser
donc qui est atteint du Covid, forme respiratoire, virus identifié. Dans d'autres situations, certains patients ont contracté le virus à l'hôpital, par exemple certains patients qui sont restés plusieurs semaines. On a ici l'exemple d'une pose d'une prothèse de hanche. On va noter en diagnostic principal, donc par exemple, le motif de son hospitalisation, et en diagnostic associé, on précisera donc qu'il a contracté le Covid, et on n'utilisera pas le diagnostic principal, puisque le motif essentiel de la prise en charge de ce patient sera sa pose de prothèse de hanche, à condition bien évidemment que l'infection au Covid ne soit pas sévère. Alors pour les complications et comorbidités, on suivra les règles habituelles du codage du PMSI, c'est-à-dire que ces complications et comorbidités seront notées en diagnostic associé significatif. La particularité du codage du Covid, c'est que les manifestations cliniques de cette pathologie doivent être notées, alors si on y arrive bien évidemment, mais doivent être notées dans le résumé. Donc contrairement par exemple à l'infarctus du myocarde, on ne notera pas toutes les manifestations cliniques de l'infarctus, sauf s'il y a une complication sévère, dans le cadre du Covid, toutes les manifestations cliniques doivent apparaître dans le résumé. Alors ce qui est très intéressant, puisque ça permet de voir quelles sont les différentes possibilités en termes de manifestations cliniques, donc sur cette pathologie qui est encore pas complètement élucidée. Alors pour ce qui concerne l'équipe de recherche, donc l'idée c'était de pouvoir utiliser donc, ces informations qui ont commencé à remonter la semaine du 27 avril. Alors je vous rassure, les hôpitaux ont parfois du mal. Je sais que certains hôpitaux ont du mal actuellement à remonter leurs données PMSI. Donc même si le dispositif est en place sur le plan des arrêtés, par exemple, mais les hôpitaux, que ce soit les cliniciens, les départements d'information médicale et les logiciels, donc tout n'est pas forcément complètement au point, simplement pour les remontées PMSI déjà normales. Donc, alors, tout ça, ça va finir par s'arranger, heureusement. Et donc, nous avons déposé un projet auprès de l'ANR, donc dans l'idée d'utiliser ces informations disponibles au niveau national pour caractériser les populations à risque accru d'hospitalisation pour Covid en France. Donc l'idée, c'était, comme vous le savez, le Haut Conseil de la Santé publique a défini les personnes à risque de développer une forme d'infection grave, donc soit par avis d'experts, soit à partir des données de la littérature, principalement sur la population chinoise. Vous savez qu'un article est paru la semaine dernière donc par une équipe anglaise qui a montré notamment que des facteurs ethniques sont très importants, et il nous paraissait utile de caractériser ces populations à risque dans une population occidentale, et en l'occurrence dans la population française. Donc l'idée, c'est de se comparer à la population générale, mais aussi aux patients hospitalisés pour un épisode grippal pendant la saison précédente. Nous souhaitons également identifier les facteurs associés à la mortalité hospitalière chez les patients hospitalisés pour Covid en France. Et ce travail a été, en tout cas la rédaction du projet INER a été réalisée en collaboration avec Pascale Tuberbiter, qui est la responsable de l'équipe, la directrice de l'équipe externe à laquelle je suis rattachée, mais aussi des cliniciens du CHU de Dijon en charge des patients Covid. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'ai essayé d'être un peu plus, pas trop longue, parce que la partie codage, c'est toujours un peu fastidieux, pour ne pas mettre en retard ce séminaire, et puis aussi pour qu'on puisse échanger sur des questions.
Alors, donc je vois une question sur le rôle de l'OMS dans le codage en France. Eh bien, l'OMS définit donc les règles de la classification internationale des maladies et la construction de la CIM-10 française et puis des autres classifications qui vont arriver, donc est sous l'égide de l'OMS. Donc quand l'OMS a créé, je veux dire, l'ATIH, donc l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, est obligée de s'appuyer pour le PMSI sur la classification internationale des maladies. Alors, elle peut éventuellement, c'est ce qu'on a vu, ajouter des subdivisions, ce qu'on appelle des extensions, mais elle ne peut pas créer un code qui n'existe pas. Alors, évidemment, il y a ce qu'on appelle les zones documentaires où on peut, voilà, ça c'est un petit peu, si pour les puristes, si j'avais donc un spécialiste du PMSI avec moi, il me dirait que dans certaines situations, et uniquement pour les zones documentaires, on peut créer des éléments, voilà. Et pour toute la partie obligatoire, on est obligé de s'appuyer donc sur les codes de l'OMS. J'espère que j'ai été claire sur ce sujet. Donc si... alors, les DIM ont commencé à remonter les données à partir du 27 avril, c'est-à-dire qu'ils ont pu, à partir du 27 avril, utiliser le dispositif de remontée simplifiée accélérée. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de données sur les séjours antérieurs. Donc l'objectif, c'est que les hôpitaux puissent remonter toutes leurs informations sur les patients Covid. On leur recommande de faire ces remontées toutes les semaines. Évidemment, la première semaine, normalement, devrait être un peu plus remplie que les autres. Mais bon, évidemment, ils s'adaptent à la disponibilité des données. Donc l'idée, c'est de renvoyer toutes les semaines ce qu'ils ont, quitte à renvoyer ce qui avait été déjà transmis la semaine d'avant, puisqu'il y a des possibilités de mise à jour. Donc ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que grâce au numéro de séjour donc, qui est dans les données minimum, on peut relier un séjour déjà envoyé à un séjour nouvellement envoyé et, je vais dire, écraser, si j'ose dire, l'ancien séjour pour le remplacer par le nouveau. Donc, je sais. Alors, certains hôpitaux ont poursuivi et continuent la grève du codage, tout à fait. D'autres hôpitaux ont des difficultés techniques pour renseigner les données, soit parce que le logiciel n'est pas à jour, soit parce que les DIM sont débordés, ne serait-ce que par la remontée quotidienne des informations que leur demande l'administration pour pouvoir remonter à l'ARS et ensuite au ministère, donc toutes les données sur le Covid, plus tout ce que les équipes soignantes ont besoin donc, pour gérer cette épidémie. Alors, Mahmoud souhaite faire un commentaire. Je pense qu'il a le droit de s'exprimer. Bonjour Catherine, merci beaucoup pour cette présentation et merci beaucoup aussi pour ton travail parce que la remontée de données de BMSI, normalement c'est des mois après et dans un forme particulier. Et là, grâce en partie au travail de Catherine, qu'il y a eu une demande d'accélération de remontée de ces informations, que ce sera, j'espère, au rythme quotidien ou tous les 15 jours ou tous les mois. Vraiment, ça et l'idée que on remonte ces données même de manière dégradée, ça veut dire que pas dans la forme habituelle des données, mais savoir qui est Covid, qui est en réanimation et qui est mort, c'est déjà une avancée très importante. Deuxième chose, je suis dans notre présentation, l'algorithme avec respiratoire, asymptomatique, non respiratoire, basé sur la virologie. Je suis un petit peu surpris parce que c'est écrit par exemple quand on a des symptômes respiratoires et la virologie est négative,
et c'est écrit faux positif. Or, on sait bien qu'il y a beaucoup de malades Covid passent au début. Il y a beaucoup de malades Covid, l'autre, même l'autre. Beaucoup de malades dont la virologie basée sur PCR n'est pas positive, soit parce que c'est un faux positif, soit parce qu'à un moment de l'hospitalisation, il n'est plus positif quand il va en réanimation ou lors de transfert, où il y a eu pas mal de transferts. Donc, basé sur la virologie pour dire que c'est faux positif ou faux négatif, je pense que l'algorithme, je ne sais pas qui l'a développé, mais plutôt se baser sur le U07 plutôt que de prendre comme tel ce qui est écrit. Dernière, peut-être une question pour toi aussi. Ce que je comprends de ta présentation... Oui, vas-y. Je vais peut-être répondre là-dessus tout de suite. Déjà pour te remercier, hein, parce que c'est vrai que ça, ça me fait très plaisir que ce travail puisse être utile, et j'espère qu'il sera utile à la communauté. Alors, comme tu t'en doutes, ça n'a pas été simple. Moi, je n'ai pas participé à la construction de l'algorithme, hein, on ne m'a pas demandé mon avis, mais ils sont appuyés essentiellement sur les préconisations, si j'ai bien compris, de Santé publique France. Après, si tu veux, c'est vrai que c'est très compliqué, tu vois bien que ça a changé à chaque fois. Le diagnostic, alors on sait que le test n'est pas sensible et qu'il y a beaucoup de personnes donc infectés qui ont un test négatif, ça. Mais justement, c'est la raison pour laquelle il y a ce troisième ballon, si j'ose dire, avec une virologie doit soit non faite, soit négative. Alors j'ai peut-être mal expliqué, hein, mais le diagnostic pour le clinicien, c'est un diagnostic positif. Tu vois, par exemple, alors je vais reprendre l'exemple, parce que je pense que cet exemple-là, il est quand même... Par exemple, l'exemple de la forme neurologique. Bon, il y a l'exemple du scanner. Voilà, le test est négatif, mais le scanner est évocateur du Covid. Donc là, on considère en diagnostic principal que c'est un Covid. Alors, forme respiratoire, et on met simplement le virus non identifié pour dire qu'on n'a pas trouvé le virus, mais c'est un Covid. Et ici, c'est une forme neurologique. Donc, c'est simplement le clinicien sur le tableau clinique considère qu'il s'agit d'un Covid, même si le virus n'a pas été identifié. Donc, je ne sais pas si j'ai été très claire, je pense que je n'ai pas forcément très bien expliqué. Non, tu es très clair, c'est-à-dire que probablement, il ne faut pas trop se baser sur la virologie pour l'algorithme, parce que même il y a des hôpitaux qui font même plus de virologie. Hein, c'est du scanner tout de suite avec des symptômes évocateurs. Donc ça, c'est beaucoup plus spécifique, beaucoup plus voilà. Une question par rapport à ta présentation, les personnes avec DAS uniquement, sans en diagnostic principal ou relié, qui n'ont pas de Covid, finalement c'est pas de Covid pour toi. Donc une personne, attends, pour être sûr de comprendre, ça dépend quel DAS. Si par exemple, là je suis sur la diapo 17, je pense que tu la vois aussi, si par exemple on met en DAS le U0710, il a bien un Covid, mais il était venu pour sa dialyse, donc son diagnostic principal c'est une dialyse, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le Covid, ça veut dire qu'il est venu à l'hôpital, puisque le résumé PMSI est un objectif budgétaire, donc tarifaire, donc le tarif ça va être celui de la dialyse, mais on indique quand même qu'il y a eu, que le patient était Covid, donc forme respiratoire, virus identifié. Tu vois, je ne sais pas si je suis claire. Par contre, effectivement, attends, je ne suis pas sur le bon. L'exemple 3. Oui, l'exemple d'avant, voilà. 3. Ou l'exemple 3, tu as peut-être raison, l'exemple 3 est mieux. Alors, je reviens. Je suis un peu long. Donc, l'exemple 3, effectivement, l'exemple 3, on voit que le diagnostic U0713, malheureusement, j'ai perdu la diapositive, mais c'est pas très grave. Donc, le diagnostic U0713, si tu veux, effectivement,
on considère que le clinicien considère qu'il ne s'agit pas d'un tableau Covid. Ça, je pense que c'est important quand même, parce que quand on a un U0713 en diagnostic associé, moi personnellement, voilà. Donc il y a eu suspicion. Merci beaucoup, Catherine. Alors, est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce que j'ai répondu à tout le monde? Je ne suis pas sûre. Donc Lucas c'est très bien à donner l'article pour que tout le monde puisse en profiter. Est-ce que les codages vont être revus? Alors, est-ce que les codages vont être revus? C'est-à-dire que c'est pas obligatoire. Hein. Donc, par exemple, effectivement, les DIM sont encouragés à revoir le codage. Donc, les résumés qui sont transmis dans le cadre de cette transmission accélérée ne sont pas des résumés définitifs. Il y aura ensuite, donc il y a la transmission mensuelle habituelle et les DIM sont bien sûr encouragés à corriger leur résumé s'il y a des erreurs. Après, est-ce que tous les DIM vont le faire, tous les hôpitaux vont le faire? Ça, je ne sais pas. Ils ont déjà beaucoup de mal à faire leur travail, donc soit avec des conditions de grève, soit des conditions techniques très difficiles. Donc, je ne peux pas garantir que tous les codages vont être vus. Alors, Philippe Tupin, quel contrôle de qualité? Quel contrôle de qualité? Donc, il n'y aura pas, voilà, là, il n'y aura pas. C'est-à-dire que dans le dispositif habituel, on a une remontée par les ARS. Ce dispositif habituel va perdurer. Donc, la remontée habituelle des données comprend un passage par les ARS qui lance un logiciel de validation et qui repère des anomalies évidentes. Donc, ce contrôle de qualité ne sera pas fait pour ce qui concerne la remontée accélérée Covid. En tout cas, pas à ma connaissance, pas pour l'instant. Alors, pourquoi ne peut-on pas faire en temps normal une remontée aussi rapide? Parce que le circuit, l'objectif de cette remontée, c'est d'établir le budget des hôpitaux. Et donc, il faut laisser le temps à l'hôpital de recueillir les données. Donc, normalement, l'hôpital doit les remonter tous les mois pour avoir le temps de faire une validation. Donc, c'est ce que disait Philippe. Hein, il faut faire un contrôle. Donc, un contrôle en interne par le DIM avant de transmettre les dossiers, donc de remonter les dossiers à l'ARS. L'ARS, de son côté, fait un nouveau contrôle donc, pour vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie criante. Les données sont ensuite remontées par l'ATI à la CNAM, et au niveau de la CNAM, sont également lancés des contrôles de qualité externes, donc qui vont permettre de repérer d'autres anomalies. Là, l'objectif n'est pas budgétaire. Donc c'est pour ça qu'on peut aller plus vite, mais si on veut vraiment, enfin je veux dire dans le contexte habituel, l'objectif c'est de définir le budget de l'hôpital en fonction de ces données. Donc il y a donc de multiples contrôles qui sont faits à plusieurs niveaux. Et là, pour pouvoir aller plus vite, on a enlevé tous ces contrôles. Mais bien évidemment, on a perdu en qualité. Alors, en temps normal, il existe ce PMSI infra-annuel. Le PMSI infra-annuel, ça dépend à quel niveau. Par exemple, les chercheurs, quand ils veulent accéder aux données PMSI dans le SNDS, doivent attendre 6 mois. Enfin, par exemple, pour les données 2019, ils doivent attendre l'été 2020. Voilà. Donc, bien évidemment, il y a des remontées. L'ATI constitue, l'ATI récupère les données tous les mois, et par exemple, dans certains outils qui sont mis à disposition, dans certains outils, effectivement, à disposition des hôpitaux, on peut déjà faire des analyses sur les données non consolidées en infra-annuel. Ça, c'est vrai. Mais ce sont des outils donc, qui sont mis uniquement à la disposition des hôpitaux pour leurs analyses d'activité. Et uniquement pour le PMSI. Voilà. Alors, donc,
Je crois que c'est la dernière question. Donc, sur les études d'association, oui, je comprends tout à fait que si on veut faire des études solides, il va quand même falloir pouvoir classer correctement les cas ou les événements. Ça, on est tout à fait d'accord. Et ce que disait Mahmoud, c'est que le U07, ça paraît bon. En tout cas, le U0. Mais à part, il faut quand même enlever le 13, puisque manifestement, quand il est en diagnostic associé, ça écarte, en tout cas du point de vue du clinicien, c'était un cas suspect, donc infirmé. Mais effectivement, est-ce qu'on va avoir une différence claire entre virus identifié ou pas virus identifié? Ça, effectivement, je pense que ce n'est pas forcément garanti que tout va être parfait pour tous les patients. Voilà. Est-ce qu'on va pouvoir valider par le croisement à la viro? Ça, on peut le faire dans un établissement. Dans un établissement, on peut croiser les données PMSI avec les données virologiques. Dans certains entrepôts de données, effectivement, peut-être à la PHP, par exemple. Voilà. Mais dans ce cas-là, ça va dépendre, effectivement. Donc, j'ai à côté de moi, hein, je pense que vous entendez probablement, mais j'ai à côté de moi Anne-Sophie Mariet, donc, qui est praticienne hospitalo-universitaire et qui est chargée pour notre DIM de coder tous les patients Covid, donc qui connaît très bien le sujet. Et donc, chaque fois que j'ai un doute, je lui demande, pour ne pas vous dire de bêtises. Donc, ça dépend à quel moment la virologie est faite. Parfois, elle est faite avant, parfois, elle est faite après. À quel moment les données sont disponibles. Donc, c'est variable d'un établissement à l'autre.